messieurs, bonsoir. Vague des condamnations ce vendredi 12 décembre 2025 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique qui accusent Paul Kagame d'avoir planifié et exécuté la prise de la ville d'Uvira. La France qui demande carrément aux troupes rwandaises de se retirer du territoire congolais. Tous les autres pays ont condamné le Rwanda de soutenir le M23 et l'AFC. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut croire à cette vague de condamnation où il s'agit tout simplement de ce qu'on peut appeler duplicité diplomatique? On en parle tout à l'heure dans cette émission avec celui qui n'est plus à présenter, le professeur Dr Silas Mimi Makangou. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Un plaisir de vous trouver encore aujourd'hui. C'est un plaisir partagé, sur ce mon cher plateau ami. de table ronde. Franchement. Vous êtes expert des questions liées à la géopolitique et à la géostratégie, professeur à l'Université pédagogique nationale de relations internationales. Consultant en leadership. Consultant en leadership, pasteur. Pasteur d'église. Vous êtes écrivain. En effet. Vous avez produit beaucoup de livres. En effet. Un autre livre qu'on venait d'exploiter il n'y a pas longtemps, sur la diplomatie. On n'a pas fini. On n'a pas fini, on va continuer. Alors, on va aujourd'hui avec vous analyser ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies hier. Vous avez certainement suivi ces déclarations. Comment, déjà, avez-vous trouvé la tenue de ce Conseil au lendemain de la prise de la ville d'Uvira? Bon, je crois que, mon cher ami, le Conseil qui s'est tenu hier s'est tenu dans un cadre purement traditionnel. C'est ce que les États font au niveau du Conseil de sécurité quand il y a un souci, quand il y a un conflit sur le point de se manifester, lorsqu'il y a un conflit latent, un conflit factuel, un conflit que l'on voudrait résoudre, il est tout à fait normal que les conseils se réunissent. Parce que c'est l'exercice quotidien du Conseil de sécurité. La question qu'il faille se poser est celle de savoir quelles sont les retombées de cette réunion. Quelles sont les retombées de cette rencontre? Quelles sont les incidences que l'on peut dater sur terrain qui pourraient amener dans une transformation ou encore dans un rééquilibrage dans les rapports de force? Vous avez tantôt dit dans votre introduction, est-ce une duplicité? Mais la duplicité, mon cher ami Ambroise, en diplomatie, c'est aussi un langage. Okay. On apprend à un diplomate à recourir à la duplicité. C'est tout à fait normal. Parce que le oui d'un diplomate peut en réalité signifier peut-être. Okay. Le peut-être d'un diplomate peut en réalité signifier non. Le non d'un diplomate peut être un non momentané et il cherchera à trouver une voie de sortie pour basculer vers un oui. Le temps pour lui de se rassurer que les événements sur terrain vont à l'avantage de ses intérêts nationaux. Alors, est-ce que c'est la première fois que le Conseil de sécurité se réunissent? Non. Est-ce la première fois que le Conseil de sécurité reconnaisse le Rwanda comme agresseur? Non. Le Conseil de sécurité a sorti sa meilleure carte, nous a donné ce qu'il doit donner à un État victime d'une agression. C'était cette fameuse résolution de 2773. Malheureusement, nous n'avons pas su comment maximiser, capitaliser cette résolution en vue de contraindre le Rwanda avec cet instrument juridique que nous avons réussi, après plusieurs démarches, à arracher auprès du Conseil de sécurité pour obliger, contraindre le Rwanda à retirer ses troupes. Mais aussi, l'option que nous avons prise, celle de quitter la médiation africaine vers la médiation américaine, pour avoir un médiateur hyper puissant qui aujourd'hui, nonobstant sa superpuissance, nous montre ses limites, nous prouve à suffisance qu'il ne connaît suffisamment pas les réalités, la genèse et la généalogie du conflit qui s'est vu dans la partie orientale, le conflit entre Kinshasa et Kigali. Aujourd'hui,
L'on peut donc se poser la question, à quoi servira cette énième rencontre du Conseil de sécurité condamnant le Rwanda? Ah, mais alors, vous avez parlé tout à l'heure de la résolution 2773, on n'a pas su... Malheureusement qu'on a dilué dans cet accord qu'on a signé le 4 décembre à Washington. Parce que au moins, cet accord, cette résolution 2773 reconnaissait le Rwanda comme étant l'agresseur. Le fauteur. Il lui avait demandé de retirer ses troupes. Il lui a demandé de retirer ses troupes. Sans condition. Mais, ce qui a manqué, c'est de faire suivre la contrainte matérielle pour que le Rwanda se voie dans l'obligation d'obtempérer à ses exigences. Mais par contre, l'accord que nous avons entériné le 4 décembre, lui ne reconnaît pas le Rwanda comme étant pays agresseur, mais comme étant le pays menacé et qui recourt à son droit le plus légitime, celui de se défendre face à une menace représentée par la collaboration entre la République démocratique du Congo et les troupes et les forces de FDLR. L'accord de Washington ne reconnaît pas le Rwanda comme agresseur, mais comme pays menacé. Comme un pays menacé. Voilà pourquoi, pour que le Rwanda puisse lever ces mesures défensives. Ce que lui appelle mesures défensives. Ce que lui appelle mesures défensives, c'est que l'accord reconnaît comme mesures défensives. Nous l'avons vu, mais nous avons quand même signé. Ah, nous l'avons vu. Nous l'avons vu, nous l'avons... Écoutez. Mesures défensives pour le Rwanda, ce n'est pas mesures défensives pour la RDC. Non. En fait, ici, le mal, ce n'est pas le Rwanda dans l'accord. Le mal, c'est la fameuse, la prétendue collaboration entre le Rwanda, plutôt entre Kinshasa et les FDLR. Cette collaboration, cette prétendue collaboration, constitue pour le Rwanda une menace. Et il se voit dans le droit légitime de déployer ses troupes sur le sol congolais pour contenir cette menace. D'où l'accord nous exige de commencer d'abord par désarmer les FDLR, de les rapatrier au Rwanda. Et c'est alors que le Rwanda pourrait retirer ses troupes. Donc, il y a un préalable. Le préalable, c'est ce qu'on demande à la République démocratique du Congo, qui en réalité est l'État victime, qui en réalité est victime des atrocités commises par les troupes rwandaises sur le sol congolais. Donc, quelque part, nous avions voulu la paix à n'importe quel prix, et là, nous nous rendons compte que nous sommes en train de sacrifier notre sécurité nationale sur l'autel de la paix. Nous sommes dans ce qu'on appelle le dilemme de la défense et de la sécurité. Le dilemme de la paix et de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la République démocratique du Congo privilégier? Est-ce la paix ou la sécurité? Si nous sacrifions la sécurité sur l'autel de la paix, nous devons nous poser la question, avons-nous suffisamment le moyen de conserver cette paix pour la rendre comestible pendant un long moment, ou bien ça sera une paix apparente? La paix et la sécurité. La paix et la sécurité. C'est ce dilemme auquel font face les États. Parce que ici... Nous, on a besoin de la paix ou de la sécurité? On a besoin de la paix, mais cette paix ne sera vivable que dans un contexte de sécurité. Nous ne pouvons pas prétendre avoir la paix si nous ne sommes pas en mesure de préserver cette paix. La paix est un chantier. Et l'ennemi, c'est que laisser le Congo être en paix, c'est lui donner la chance de prospérer, de se construire une puissance. D'où il faut les maintenir dans une situation d'instabilité permanente. Que ce soit la paix, que ce soit la sécurité, ça fait partie de ce qu'on appelle les éléments de vitalité d'un État. À la fois, l'on se construit une sécurité pour préserver la paix, parce qu'il n'y a pas de paix pour un pays faible. Il n'y a pas de paix Il n'y a pas de paix pour un pays faible. Oh là là. À moins qu'il accepte de se vassaliser. À moins qu'il accepte de se vassaliser. Vassaliser. Et quand on est un État vassalisé, on n'a pas la paix. Parce que celui qui vous donne le semblant de paix peut lui-même le retirer et vous plonger dans un état de trouble.
Donc la meilleure sécurité est celle que vous avez pensée par vous-même, et celle pour laquelle vous avez le moyen de l'assumer, et l'aboutissement, c'est la paix. Voyez-vous, Ambroise? Donc nous sommes face à ces dilemmes-là. Nous avons signé cet accord parce que nous avons voulu la paix à tout prix, mais le prix que nous avons payé est exorbitant. Ok. Nous avons beaucoup payé pour une paix qu'on pouvait avoir avec moins. Lorsqu'il est question de la stratégie, Oui. le décideur fera normalement face à 3 paliers. Ok. Premier palier, c'est ce qu'on appelle le point de décision. Point de décision. Point de décision. C'est le palier le plus bas. C'est le quotidien de tout manager, de tout leader, de tout stratège. Lorsqu'on conduit les troupes, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on attaque en premier? Est-ce qu'on anticipe? Ou bien on attend que l'ennemi vienne vers nous? Le point de décision. Le point de décision. Ce point de décision permet au stratège d'évaluer les retombées de sa décision. Ok. Ok. D'évaluer à long terme les conséquences que cette décision pourrait susciter. Pourrait l'aider à évaluer la marge de manœuvre dont il dispose. Est-ce qu'il faut agir ou il faut attendre? Qu'est-ce que je gagne en attendant? Qu'est-ce que je gagne en agissant? Ah, très bien. Tout doit être, Très bonne question, hein? tout doit être calculé. Est-ce qu'il faut aller vers les États-Unis pour mettre fin au conflit avec le Rwanda? Est-ce qu'il faut répartir vers l'Union européenne? Est-ce qu'il faut donner la chance à l'Union africaine? Est-ce que... Donc, toutes ces questions sont au point de décision. Et c'est ici que l'on fait intervenir les experts, les intelligences locales. Parce qu'il n'y a aucune question qui touche à un État qui n'ait jamais été pensée, si pas par les institutions étatiques, mais au moins par les centres de recherche, par les think tanks, ou même par les chercheurs individuels. Deuxième point, après qu'on ait pris la décision dans le point de décision, il y a ce qu'on appelle le point de bascule. Point de bascule. Le point de bascule, c'est lorsqu'on se rend compte qu'il y a des impondérables et des variables qu'on n'a pas prises en compte, mais qui aujourd'hui nous ont présenté les revers de ce qu'on attendait. Est-ce que nous allons nous cantonner dans ceci parce que c'est ce que nous avions dit hier? C'est ici que le stratège doit accepter d'être discrédité par l'opinion publique parce qu'il a fait le contraire de ce qu'il avait promis. Parce que pour lui, ce qui est important, c'est le résultat, non pas la fidélité ou la loyauté à ce qu'il avait dit hier. Surtout du point de vue des États, on a l'obligation, si avec la Zambie ça ne tient pas, on a l'obligation de partir vers le Zimbabwe. Donc ici, dans le point de bascule, il faut affronter la mésentente. Il faut affronter la désillusion. Et à la fin, mon cher ami Ambroise, il y a ce qu'on appelle le point culminant. Le point culminant, c'est le summum. Le point culminant, c'est la dernière carte, la dernière cartouche. À ce niveau, vous n'avez pas le droit de commettre une erreur parce que la marge de manœuvre est très réduite. Vous êtes au sommet de la pyramide. Il n'y a pas possibilité de dormir ou de danser parce que vous êtes à la pointe. Moindre erreur, c'est la cessation. Moindre erreur, c'est la capitulation. Moindre erreur, c'est même votre survie qui est menacée. Et ici, c'est la dernière cartouche. Cette cartouche ne doit pas être tirée par celui qui a une arme. C'est la cartouche qui doit être tirée seulement par celui que l'on reconnaît comme étant tireur d'élite. Les bons tireurs. Les tireurs d'élite. Parce qu'il ne doit pas échouer. Alors, si au point culminant, nous à ce niveau ici, nous avons accepté d'aller directement au point culminant pour sortir ce qui devait être la carte, la dernière cartouche, les États-Unis d'Amérique, pour mettre fin au conflit avec le Rwanda. La question, et si c'est la France qui nous attaquait? À qui est-ce que nous allons nous confier? Si les États-Unis ne parviennent pas, dans les 6 mois à venir, à ramener la paix
sur le sol congolais, tous les autres États risqueraient de croire que le Congo est un pays qui n'est pas appelé à connaître la paix. Parce que la dernière cartouche, la dernière carte n'a pas réussi. C'est-à-dire, on a sorti un gros arsenal pour un pays qu'on pouvait vaincre si on repensait aussi notre gouvernance interne. Parce que ce que l'on ne dit pas ici, en tant que stratège, il faut aussi se poser la question. Une guerre ne se perd pas seulement sur le théâtre des combats. Une guerre ou une bataille se perd aussi faute de décisions mal prises dans les bureaux, à des milliers de kilomètres. Vous comprenez? Ce qui se passe dans les bureaux à Kiev, en Ukraine, ont une incidence sur ce qui va se passer sur le théâtre de combat. Le président Félix Tshisekedi, pour ça il faut le reconnaître, il est le tout président de la République démocratique du Congo, depuis Kasavubu, qui a éjecté autant de moyens financiers pour l'armée. Parce que l'on dit que dans les 2 dernières années, de 2023 à 2025, plus de 3,8 milliards de dollars ont été mis à la disposition de l'armée. Mais une question se pose. Qu'est-ce qui justifie la précarité de nos troupes sur terrain? C'est là qu'il faudrait faire intervenir. Il y a des moyens peut-être, oui, mais alors, qu'est-ce qui manque? Où passent ces moyens? Donc par là, vous comprenez que le Rwanda n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Il y a des éléments internes. Il y a des attitudes locales qui alimentent la puissance du Rwanda. Oui. La mauvaise gestion de ces fonds. La mauvaise gestion de fonds. Avec 3 milliards de dollars, écoutez-moi, si on est sérieux, on gère ces fonds avec dextérité et patriotisme. On a une logistique, on a un armement. Vous imaginez? On a les hommes de troupes bien entretenus. Pas seulement les hommes de troupes, on mettrait aussi en danse certaines intelligences locales pour réfléchir stratégie. Oui, justement. Pour réfléchir l'avenir à la fois de notre armée, mais aussi de notre système défensif. Je vais rentrer un peu aux accords de Washington par rapport à la résolution 2773. Hier, c'était les conseils de sécurité. Peut-être par rapport à la résolution 2773. Est-ce que nous sommes allés nous réfugier au Conseil de sécurité parce que nous estimons que l'accord que nous avons signé ne nous a pas donné ce dont on avait besoin? Ben écoutez, ce que nous avions fait, c'est ce qui était faisable du point de vue diplomatique. Mais face à une guerre qui s'intensifie, qui se métastase, le front diplomatique qui a montré ses limites ne doit plus être le seul instrument que nous agitons. Il faudrait, à présent, repenser notre paradigme quant au front militaire, mais aussi au front politique. La diplomatie ne dort pas. Toutes les guerres du monde, même pendant que la Deuxième Guerre mondiale est en train de sévir, les diplomates, que ce soit du côté de l'Axe ou des alliés, il y a des rencontres. Lorsqu'il y a affrontement entre l'Iran et Israël, dans les derniers affrontements des 12 jours, et il y a des rencontres dans les coulisses. Ok. C'est ça le génie de la diplomatie. C'est que vous et moi, nous sommes sur les rings en train de nous battre, mais nos épouses se voient. Ils se parlent. Elles se parlent pour voir dans quelle mesure nous amener à ne plus nous battre. Très bien. Et trouver une solution à l'amiable. Ça, c'est le génie de la diplomatie. Donc, on ne peut pas demander à la diplomatie de se taire, de croiser les bras. La diplomatie doit continuer à travailler. Mais seulement, il faudrait, de manière concomitante, faire travailler la diplomatie, mais aussi repenser cet axe militaire et l'axe politique. Ah oui, l'axe militaire, c'est le problème, c'est le repli stratégique, le
le retrait carrément, on abandonne Mais les villes justement à parce l'ennemi. que quand vous allez dans certaines localités où on vous dit qu'il y a affrontement entre le Ouazalendo et les FARDC, parce que le Ouazalendo voudrait désarmer les FARDC. C'est comme si les démons, je dirais, c'est comme si les diables, les Ouazalendo ne sont pas les diables, mais c'est comme si les diables voudraient procéder à la délivrance ou à l'exorcisme Des démons. des anges. Des anges. Ah, ok, ok, ok. Ok, ah, je comprends maintenant. Je comprends. Parce que ceux qui ont le mandat d'assurer la sécurité des personnes et de leurs FARDC. biens, ce sont les FARDC. C'est pour les besoins de la cause. Face à un FARDC, à des FARDC, aux forces armées congolaises fragiles, faibles, mal coordonnées, on est dans l'obligation de recourir à cette main-d'œuvre officieuse qui constitue demain une bombe à retardement, qui constitueront demain une bombe à retardement qu'il faudrait très bien gérer, surtout quand il faudrait leur payer la facture, mais aussi voir leur probable intégration. Alors, là, je vous pose maintenant cette question directe. Professeur, on signe l'accord le 4 décembre 2025. Quelques jours après, Uvira tombe. Au Conseil de sécurité, les États-Unis accusent Paul Kagame directement d'avoir planifié et exécuté la prise d'Uvira. Faut-il croire à un tel discours? Est-ce que les États-Unis ont besoin de faire cette accusation dans le Conseil de sécurité dès lors qu'ils sont les médiateurs? Je reviens sur ce que je disais tantôt. Quand on vous forme en tant que diplomate, on vous forme à avoir un double langage. Ah, ok. Ok. Pourquoi? Parce que toutes ces puissances ont compris ce que veut le Congo. Notre narratif, notre euphorie, notre jubilation, c'était que le Rwanda soit reconnu comme étant l'agresseur. Que l'on cite nommément le Rwanda comme agresseur. C'est même comme ça que certains journalistes vous taxeraient de pro-rwandais parce que vous ne l'avez pas dit que Rwanda est agresseur. Justement. En fait, lorsque le but est mal défini, l'abus est inévitable. On a mal défini le but. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui tout le monde abuse de nous. Parce que nous avions voulu, non pas la neutralisation des troupes armées sur le sol congolais, mais notre diplomatie s'est fixée comme objectif la reconnaissance du Rwanda par tous et par tous comme étant le pays agresseur. C'est comme si le Rwanda avait quelque chose à voir avec sa réputation. Il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout de sa réputation. Tout le monde, c'est même un bébé, sait que c'est le Rwanda qui attaque le Congo. Qu'est-ce que nous voulons au finish? Que l'on condamne le Rwanda ou bien que l'on pousse le Rwanda à sortir de notre territoire. Mais on ne peut pas pousser le Rwanda à sortir de notre territoire de la sorte. Parce que lorsqu'en 2012, le Rwandais retire leurs troupes sur un simple appel, je crois, du président Barack Obama, une partie du problème a été résolue. Mais le vrai problème n'a pas été résolu. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, il faudrait le dire ici, avec tout le patriotisme possible, le vrai problème, c'est l'incapacité pour la République démocratique du Congo à affirmer sa volonté de puissance en se dotant d'un dispositif sécuritaire à même de sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi d'assurer la sécurité dans ces frontières. C'est désormais indéniable, cette incapacité. À assurer l'autorité de l'État sur toute l'intégrité territoriale, en neutralisant pas seulement les M23, mais aussi les Codeco, les ADF, les Mobondo, tous les 260 groupes armés qui existent sur le sol congolais. Aussi longtemps que nous n'aurons pas cette capacité
Cher ami Ambroise, les États ne pleurnichent pas. Ok. Les États ne versent pas des larmes. Ils revendiquent. Ils sollicitent. S'ils ne sont pas capables, ils recourent à une coopération ou un partenariat. Le temps pour eux de s'organiser. Les États n'ont pas d'âme. Lorsqu'il faut choisir entre le cœur, le battement du cœur, et un cerveau qui tourne, les États choisissent le cerveau, pas le cœur. Les États ne font pas de repentance. Il n'y a pas un enfer pour les États et un paradis pour les États. Dieu n'envoie pas un État en enfer, ou encore au paradis pour s'être bien comporté. L'obligation d'un État, c'est de définir ses intérêts et de les poursuivre à n'importe quel prix. Mais nous sommes loin de ces paradigmes. Nous continuons, même aujourd'hui après la chute de l'Ouvira, même quand nous écoutons l'universitaire congolais, les autorités congolaises, nous continuons à patauger dans une géopolitique qui nous a enfoncés. C'est laquelle? La géopolitique de l'intendance. La géopolitique de la main tendue. Ok. Ok. Déjà, le fait de demander aux États-Unis d'assurer notre sécurité en échange de minerais. Et Trump s'en moque. Ça m'a moqué. Ah, vous avez vu comment il se moque? Ils m'ont supplié, venez prendre les minéraux. Parce qu'il y a en relation internationale ce qu'on appelle, il y a la notion de l'homme d'État. Le poids de l'homme d'État dans les relations internationales. Ouais. Le poids de l'homme d'État. Ce poids est déterminant dans la nature des relations que les États vont avoir. Il n'est pas question du Congo et du Rwanda. C'est aussi du tempérament de nos deux chefs d'État. Notre président est un pacifiste. Il aime la paix. Kagame, c'est une machine de guerre. Il a des attitudes bellicistes. Il est né dans le crépitement de balles. Très jeune, il a réussi, avec le frère de Rugema et autres, réfugiés rwandais en Ouganda, ils amènent Museveni au pouvoir, bien sûr, avec la bénédiction de la CIA, sous la coordination du maréchal Mobutu. Il place Museveni. Très jeune, il devient le chef d'état-major chargé des renseignements au Rwanda. Ils sont dans les négociations. Ils tentent pour la première fois, en 90, de faire un coup d'état au Rwanda pour évincer Abiyarimana. Ça ne tient pas, encore grâce à l'intervention des troupes zaïroises, conduites cette fois-là par le général des célèbres mémoires, général Donatien Mayele. D'ailleurs, Fred Rugema, qui était le premier chef de FPR, va mourir lors de cet affrontement. Les forces patriotiques du Rwanda, FPR, de Kagame, sont en pourparlers à Arusha, afin de trouver un terrain d'entente. Cela n'a pas empêché à Kagame de faire du talk and fight. Ils se parlent, ils se battent. Ils vont faire le coup d'État, ils vont prendre le pouvoir. Il a vécu que de la guerre. Écoutez ces déclarations. Il vous dit qu'il est prêt. Il dit qu'il n'a des ordres à recevoir de personne. Face à un tel adversaire, le discours est inaudible. Très bien. La diplomatie n'aura de la valeur que s'il voit aux côtés de votre diplomate une épée, pas neuve, mais une épée ensanglatée. C'est-à-dire une épée qui vient de travailler, qui vient de tuer. Là, il changera sa façon de faire et sa façon de se tenir face à vous. Mais
Donald Trump, troisième acteur dans cet accord, le président Félix est pacifiste, il tient à la paix. Kagame est une machine de guerre. Trump ne veut pas de la guerre, mais c'est son tempérament qui fait peur à l'opinion publique. Trump, c'est juste un one-man show. C'est l'homme du spectacle. L'homme qui se considère comme étant le nombril du monde. L'homme qui ne veut pas seulement suivre l'information, mais qui veut être l'information et faire l'information. C'est l'homme qui veut être au milieu de tous les conflits qui existent. Quand il dit qu'il a fini tous les conflits, citez-moi un seul conflit. Il y a une différence entre une cessation des hostilités et la fin d'un conflit. Parce qu'un conflit ne commence pas directement avec les hostilités. Il y a ce qu'on appelle le conflit latent. C'est quand même un conflit. Et c'est à ce stade que les diplomates sont en train de travailler. Quand les diplomates ne réussissent pas, que le conflit finit par se militariser. Trump dit qu'il a fini la guerre. Et il dit une guerre de deux décennies. Selon Trump, cette guerre aurait commencé en 2005. Donc déjà, vous vous rendez compte qu'il est très mal informé en ce qui concerne cette guerre. Or, les critères pour être un bon médiateur, il faut premièrement, au-delà de l'impartialité et autres, il faut une maîtrise des éléments qui sont à la base du conflit. Sa généalogie, sa genèse. Parce que le médiateur doit entendre les non-dits des protagonistes. Je pourrais dire qu'on se bat avec Ambroise à cause de ses stylos. Mais le rôle du médiateur, c'est de se rassurer que ce stylo n'est pas seulement la véritable cause. Ça, c'est la cause que j'ai évoquée. Alors que la véritable cause de mon conflit avec Ambroise, c'est le téléphone. Mais je ne vais pas évoquer le téléphone parce que je sais pourquoi je ne vais pas l'évoquer. Donc, les médiateurs doivent connaître. Or, Trump a du mal à connaître. Alors, il y a un extrait du discours du président Paul Kagame. Vous avez parlé de sa bellicosité. Oui. Dans son discours le 4 décembre dernier, il dit si cet accord échoue, ce ne serait pas de la responsabilité de Donald Trump. Était-il en train de le dédouaner de ce qui vient de se passer? En fait, parce qu'il savait. Bien qu'étant le premier bénéficiaire de cet accord, un accord dans lequel lui n'était pas censé se retrouver. C'est nous qui avons sollicité un accord bilatéral. Échange de minerais contre la sécurité. Mais par la magie, je ne sais comment expliquer, du bilatéral passe au trilatéral avec le Rwanda. Et ainsi, les bancs des accusés restent vides. Parce que celui que nous étions censés coaliser, contre qui nous étions censés coaliser avec les États-Unis, devient lui aussi partenaire. Il sait que Trump ne voudra pas se mixer comme arbitre. C'est aussi pour lui une façon de séduire Trump en lui disant « reste en dehors de ce conflit ». Voyez-vous, reste en dehors de ce conflit. Parce que la République démocratique du Congo, nos stratèges ont négligé cet aspect. Si le M23 est un proxy du Rwanda, mais de qui le Rwanda est le proxy? Proxy. Ah, ok. Ça, il faut répondre aussi à cette question. Nos stratèges n'ont pas vu cela. Pourquoi? Parce que nous sommes tombés dans une sorte de rwandophobie. Qu'est-ce que je veux dire par là? La stratégie de l'ennemi, c'est de vous amener à les haïr, tout en sachant que cette haine qui va vous hanter finira par baisser le son de votre raison et lever le son de votre émotion. Ainsi donc, à force de vouloir à tout prix finir avec le Rwanda, nous oublions d'étudier le Rwanda. Nous nous battons contre un ennemi que nous ne voulons pas étudier. Ou on vous dit même qu'évoquer le Rwanda sur un plateau peut être une faute. Il faut étudier le Rwanda. Comment un pays peut nous malmener pendant plus de 30 ans? Il faut l'étudier, mais aussi étudier nos faiblesses pour ne pas donner le prétexte aux 8 autres voisins
de rééditer la même bêtise. Ça signifie étudier les acteurs de la crise. Étudier les acteurs de la crise. Chaque acteur de la crise à son alliance. Oui, On relie le M23 au Rwanda, on relie aussi le Rwanda à quelque part. À Washington. À Washington. Qu'est-ce qui fait que le Rwanda ait le courage, lors de la commémoration de leur génocide, on a chassé l'ambassadeur français, séance tenante, je crois que vous vous en souviendrez. Mais qu'est-ce qui fait que le même État rwandais, qui se désolidarise, qui abandonne la langue française, qui va muter vers le Commonwealth, et quand même comme secrétaire général à la francophonie, une ressortissante comme secrétaire général à la francophonie. What's wrong? C'est parce que tous ces autres États savent que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis d'Amérique. Pourquoi nous n'avons pas vu cela? Pourquoi nous n'avons pas vu cela? Nous sommes jetés dans la gueule du lion. Alors. Nous nous sommes jetés dans la gueule du lion, lion qui joue avec le Rwanda. Lion qui fait des yeux doux au Rwanda. Papa, la capacité pour un État de se défendre doit être considérée comme une religion. Nous devons nous émanciper. Ah ben, nous, on parle de la traîtrise, de la trahison, des infiltrations au sein de l'autre armée. On trouve que c'est ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Ambroise, vous êtes chercheur en sciences politiques. Merci. Vous êtes l'une des éminences grises dans le monde de la presse. Je l'ai dit sans vous flatter. Citez-moi un seul État au monde qui ne soit pas infiltré. Je vais même aller plus loin. Quand vous lisez Job chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, je crois, vous remarquerez que même le ciel a été infiltré. Si la Bible dit que quand le Fils de Dieu venait pour faire les rapports, le diable vient aussi. Il vient infiltrer. Il vient infiltrer. Qu'est-ce qu'il vient faire là? L'infiltration, c'est le quotidien des États. C'est pour ça qu'on parle de double espionnage. Qu'est-ce que cela signifie? Laissez le Rwanda nous infiltrer. Tournons maintenant ces infiltrés. Alors que le Rwanda croit qu'il travaille pour eux, en réalité, nous les avons tournés. Ce sont des terminologies simples. Pourquoi on veut en faire? Je trouve ça comme un justificatif pour dire non, si c'est parce que nous sommes infiltrés. Non, il faut aussi infiltrer les autres. Il faut infiltrer les autres. Oui, oui. L'intelligence doit travailler. Il faut infiltrer les autres, mon cher ami. Tu sais pourquoi David, le roi David, pendant tout son règne, n'a pas réussi à se battre. Le roi Salomon écrit, son fils qui prend le pouvoir, va faire écrire une lettre, une correspondance au roi de Tyr, le roi Hiram, quand Salomon veut construire les temples. Parce que la Bible est avant tout un livre politique. Ouais. C'est un livre de gouvernance. Ouais. C'est un livre de guerre. Ouais. Ça, il faut le voir. Alors, je ne comprends pas pourquoi les Congolais ont peur de la guerre. La guerre n'est pas un péché. Dieu est un Dieu de paix, mais il est aussi l'éternel Dieu des armées. Salomon écrit ceci au roi de Tyr, à Hiram. Il dit, tu sais toi-même comment est-ce que mon père David n'a pas pu construire une maison à l'Éternel à cause de toutes les guerres que lui ont fait ses ennemis. C'est-à-dire David n'a pas construit le temple de Dieu, selon Salomon, parce qu'on lui a fait les guerres par ses ennemis. Mais Salomon va régner presque 40 ans à la tête d'Israël sans faire une seule guerre. Grâce à quoi? Grâce à l'infiltration. Maintenant, remarquez comment Salomon va faire les infiltrations. Il va épouser des filles de tous les rois qui ont fait la guerre à David. En épousant ces filles, il traite une sorte d'alliance. Et on ne fait pas la guerre à son gendre. L'État doit être la personnification de l'intelligence. Premièrement. Deuxièmement, l'État doit utiliser les intelligences locales. Nos partis politiques ont montré leurs limites. Que le président Félix puise en dehors de l'union sacrée. Ah, qu'il puise en dehors de l'union sacrée. Que nos services de renseignement aillent consulter toutes les thèses, le mémoire. Alors, il nous reste trop peu de temps. Cette question, je ne peux pas quand même la rater. Apparemment, nous tendons vers la partition de la RDC. Lorsqu'on entend le président Museveni qui revendique Ituri, par exemple, s'adresse-t-il aux Congolais ou à quelqu'un d'autre?
Museveni ne s'adresse pas directement aux Congolais, il s'adresse à Kagame. Il s'adresse au Rwanda. Ah, il s'adresse au Rwanda. Il lui dit, fais attention, on risque de revivre ce qu'on a vécu autrefois dans ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours. Les 6 jours à Kisangani. Quand il dit que l'Ituri appartenait autrefois à l'Ouganda, c'est parce que Museveni a vu, Ouvira est tombé. Les M23 supplétifs du Rwanda peuvent tenter d'extendre leurs aventures et ils se verront dans l'obligation de passer aussi dans la Grande Orientale. Or, cette Grande Orientale, de par les partenariats que nous avons avec l'Ouganda, est un bastion. Et vous connaissez les velléités de l'Ouganda, vous connaissez les bêtises, les propos combien insultants que tient le chef d'état-major ougandais, fils de Museveni. Vous avez déjà entendu plus d'une fois combien il a dit qu'il aimait Kisangani. Ouais. Ouais. En fait, ce que Museveni veut dire à Kagame, si tu as l'intention de descendre, ne passe pas par ici. Ici, c'est mon domaine. Ceci devrait normalement amener le président de la République à procéder sur le plan politique à des réaménagements pour prouver à la face du monde que le Congo tient à son intégrité territoriale. Ici, il faut aller au point de bascule. Ah, au point de bascule. C'est de dire, parce que on est face à une nécessité. On ne doit pas résister au changement. Changement qui joue en notre défaveur. Maintenant, il faudrait surfer sur ces changements pour les tourner en notre faveur. On ne peut pas garder le gouvernement dans son état, dans sa dimension, avec une crise pareille. Il faudrait qu'au Parlement, que l'on invite le ministère des Finances pour savoir comment a été géré. Parce que nous avions jubilé quand on a adopté cette fameuse loi, comment on appelle ça, loi de militaire... la programmation militaire. La loi de la programmation militaire. On a jubilé. En 2026, 30% de notre budget seront consacrés à l'armée, à notre défense. Qui les gère? Comment on les gère? Il faut sauver le meuble. Il faut sauver le meuble parce que on ne peut pas éternellement... Mais avec en fait, la prise de position du président ougandais Museveni, ça me rappelle ce que vous avez dit, que les autres États de la sous-région ne sont pas contents de l'hégémonie rwandaise. Ils ne sont pas contents de l'hégémonie. Museveni et Kagame sont deux faces d'une même pièce. C'est un binôme, les deux. Ils s'aiment comme ça. Mais ils sont aussi ennemis. Parce que personne n'accepte l'hégémonie de l'autre. Et leur théâtre de confrontation, c'est généralement sur le sol congolais. Museveni ne va jamais accepter d'un Kagame qui contrôle totalement le Congo. Il ne va jamais accepter. Kagame, avez-vous remarqué que le M23 va naître après que nous ayons signé l'accord partenariat avec l'Ouganda pour la construction de cette route Kassindi? En fait, ils s'aiment, mais ils ne s'aiment pas. Ils se disputent une femme, le Congo. Les Congos ne comprennent pas ce genre de choses. Mais on ne veut pas comprendre ça parce que nous sommes dans la géopolitique de l'intendance depuis notre accession à l'indépendance. Nous sommes arrivés à la fin, nous avons pris beaucoup de temps, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Que faire? Vous avez déjà dit quelque chose aussi d'intéressant. Revoir. Réduire la taille du gouvernement. 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 Tendre la main pour échanger avec certaines personnalités politiques. Quand la maison brûle, on n'importe pas l'eau pour éteindre les feux. Même l'eau sale peut servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut même recourir à la sagesse de ceux-là qu'on considère ennemis pour résoudre cette crise.
Merci beaucoup, docteur Silas Nimil Makango. Nous rappelons que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université pédagogique nationale, expert des questions liées à la géopolitique et à la géostratégie, consultant En leadership. pasteur, écrivain. Merci. Merci d'avoir été sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je n'ai pas fini toutes les questions, je vous assure. Malheureusement, la télévision se détend. On vous retrouve prochainement pour d'autres émissions. Au revoir.